J'ai rencontré Karina pendant ma 3e année de collège lorsque nous avons tous deux été assignés à des groupes d'études parallèles. Mes sentiments pour elle ont été immédiats. Cela ressemblait à une maladie. Si je n'étais pas avec elle pendant un certain temps, je ne saurais pas où elle est. Pour moi, elle était tout. Pendant longtemps, j'avais peur de lui dire que je l'aimais parce que je me sentais indigne d'elle. Je n'étais pas repoussant. En fait, mes amis et camarades de classe ont souvent fait remarquer mon charme et mon attrait. C'est lors d'une célébration du Nouvel An que nous nous sommes retrouvés au même rassemblement. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que quelques verres me donnaient du courage, j'ai rassemblé le courage de l'inviter à danser. Après cette première danse, je suis resté à ses côtés toute la soirée et je l'ai même raccompagnée chez elle. Elle m'a traité favorablement, et j'ai bientôt confessé mon amour pour elle. Nous avons commencé à nous rencontrer et à partager notre temps libre ensemble. J'ai mis tout mon cœur et mon âme dans notre relation, et elle a répondu en maintenant une proximité confortable. Pas trop proche, mais ne me repoussant pas non plus. Ce qui s'est déroulé entre nous ressemblait au cours naturel d'une relation amoureuse. À la fin de janvier, mes parents ont entrepris un voyage pour rendre visite à des proches dans une autre ville. Cela nous a offert la parfaite opportunité de nous retrouver chez moi pour célébrer la fin du semestre d'hiver. Après le départ de tout le monde, Karina est restée avec moi. Nous avons terminé notre vin, et alors qu'elle commençait à se dévêtir, je suis tombé encore plus amoureux d'elle. Après environ un mois et demi, Karina m'a dit qu'elle devait me parler tout de suite. Son ton m'a surpris par sa gravité. Elle a hésité pendant un long moment avant de révéler enfin sa nouvelle inattendue. Elle était enceinte, déjà 6 semaines de grossesse. Au fur et à mesure que les mots s'échappaient de ses lèvres, des larmes montaient dans ses yeux et elle se mit à pleurer. Je l'ai serrée contre moi, embrassant tendrement ses yeux mouillés de larmes, une immense joie m'envahissant. Peu importe que notre enfant soit un fils ou une fille, la perspective d'avoir un petit morceau de nos deux me comblait d'un bonheur infini. Cet enfant nous connecterait à jamais, Karina et moi. Comblée, j'ai immédiatement demandé Karina en mariage. Elle a dû être terrifiée par quelque chose et pensait que je réagirais différemment. Cependant, tout cela m'est apparu plus tard. Puis ma joie m'a complètement rendu fou. J'ai dit à mes parents le soir même que Karina et moi allions nous marier et avoir un enfant. Même si mon père a râlé un peu sur les valeurs changeantes de la jeune génération, il a, pour la plupart, soutenu mon idée. Ma mère était déjà au courant de ma relation avec Karina et n'avait aucune objection. Tant que les choses progressaient à ce point, mes parents n'avaient pas de soucis. Un mois plus tard, nous nous sommes mariés, et notre mariage a été assisté par tous nos camarades de classe. Notre entrée dans la vie de famille a commencé, et notre fils, Léo, est arrivé comme prévu. Après notre diplôme de l'institut, nous avons tous deux trouvé des emplois. Karina a pris un congé de maternité de 6 mois avant de retourner travailler, confiant la garde de notre enfant à nos grands-mères. Après un certain temps, ma grand-mère est décédée, me léguant un appartement de 3 chambres situé dans un vieux bâtiment du centre-ville. J'avais envisagé l'idée d'avoir un deuxième enfant, mais Karina s'y est vivement opposée, insistant sur le fait que nous devrions privilégier notre propre vie et soulignant que nous étions satisfaits d'avoir qu'un seul enfant. Sa réponse s'était livrée avec une telle intensité et colère qu'elle m'a pris au dépourvu. Karina a rapidement changé de sujet, mettant ainsi fin à toute discussion supplémentaire sur le sujet. La vie a continué à s'écouler et une décennie s'est écoulée jusqu'à ce que la tragédie frappe. Léo est tombé gravement malade, et la seule chance de guérison était une greffe de moelle osseuse. Le donneur idéal était le plus proche parent par le sang, qui se trouvait être moi. Malgré la nature complexe et risquée de la procédure,
Je n'ai pas hésité. J'étais plus que disposé à sacrifier mon bien-être pour assurer la survie de mon fils. Cependant, le comportement de ma femme pendant cette période était déconcertant et perturbant. Il semblait qu'elle était réticente à ce que je sois le donneur. Le jour précédant la chirurgie, j'ai subi un test ADN comme les médecins l'avaient insisté pour éviter tout risque pour la vie de notre enfant. Ce soir-là, Karina est partie et est revenue tard, les yeux gonflés de pleurs. Je pensais qu'elle était préoccupée par le bien-être de Léo, alors j'ai essayé de la consoler en lui assurant que tout se passerait bien. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés à la clinique, Karina semblant un peu distante. En entrant dans le bureau du médecin, nous avons reçu la bonne nouvelle rassurante que Léo était dans un état stable et qu'il se préparait pour la chirurgie. Le médecin m'a invité à les accompagner. Quand Karina a entendu les paroles du médecin, elle s'est sentie malade et a perdu connaissance. Heureusement, la chirurgie a été un triomphe et Léo a été libéré un mois plus tard. Notre vie quotidienne a repris sa routine habituelle, mais j'ai commencé à me demander de plus en plus sur le comportement de Karina. L'étonnement dans ses yeux quand elle m'a révélé sa grossesse et son évanouissement dans le bureau du médecin continuait à hanter mon esprit. J'ai essayé de me convaincre que ces pensées n'étaient que le produit de mon imagination et que je me fixais sur des choses triviales. Encore 5 ans se sont écoulés. Karina et moi avions 40 ans, l'âge de la maturité pour les hommes et les femmes. Karina avait vraiment épanoui pendant cette période. Elle était devenue une femme jeune, belle et confiante, le rêve inaccessible de beaucoup. Sa tenue de bon goût et son toilettage méticuleux ne faisaient qu'ajouter à son charme. À plusieurs reprises, j'ai remarqué des hommes jetant des regards envieux vers ma femme. Karina, elle aussi, était consciente de ces regards et semblait se délecter de l'aura d'admiration. Cela ne me dérangeait pas particulièrement, car ma femme ne m'avait jamais donné de raison de jalousie. Nous avions déjà construit une vie solide ensemble, moi occupant le poste estimé de premier directeur adjoint dans la plus grande entreprise de la région et étant un actionnaire important. Karina occupait un poste de direction dans une agence de publicité renommée. Elle consacrait une partie importante de ses revenus à ses dépenses personnelles, justifiant cela comme nécessaire pour répondre aux exigences de sa profession. De plus, elle soulignait souvent que, en tant que femme, maintenir une certaine image était essentiel. Parfois, ses finances ne suffisaient pas tout à fait à soutenir l'apparence désirée, et je devais contribuer à partir de mes revenus. Néanmoins, nous avons réussi à couvrir nos dépenses de subsistance et à soutenir confortablement notre famille. J'ai Karina à mes côtés, profondément amoureuse de moi. Nous habitions dans une maison à la campagne quand Karina décida d'engager une femme de ménage. Elle prétendait que son emploi du temps chargé ne lui laissait pas de place pour les tâches ménagères et la cuisine. Fréquemment, elle travaillait tard, partait en voyage d'affaires et me confiait le bien-être de la famille. Je réfléchissais à son comportement, mais je l'aimais. J'avais honte d'avoir des pensées négatives à son égard. Notre mariage ne se passait pas toujours bien. Je voulais être proche de ma femme tout le temps car je l'aimais et je ne voulais pas être le pire des hommes. Cependant, Karina limitait nos moments intimes ensemble, motivée par le fait qu'elle était très épuisée par le travail. Partout, il n'y a que des médiocrités. Tout doit être fait par eux-mêmes. Il arriva un moment où je passais des mois sans aucune intimité avec ma femme. Étrangement, cela ne semblait pas trop la déranger. Elle prospérait, arborant une coupe de cheveux courte chic, des bas sombres, non décollants, mais des bas avec un porte-jartel, et des chaussures à talons hauts. Et pour ajouter à son charme, il y avait la voiture que je lui avais achetée. C'était la fin de l'été, fin août. Je rencontrais des défilés au travail car nous faisions face à une pénurie de matières premières, ce qui causait des perturbations dans nos livraisons de partenaires.
Je passais de longues heures au travail, ne rentrant chez moi que la nuit. C'est à ce moment-là que Karina prit la décision de partir en voyage dans une station balnéaire. Andro. Je suis complètement épuisé et mes nerfs sont à vif, me confia-t-elle le lendemain matin alors que nous étions attablés autour de notre café du matin. Karina. Je crains de ne pas pouvoir me joindre à toi pour le moment. Nous sommes confrontés à une situation de force majeure. Eh bien, alors j'irai seule. Il fait beau et c'est la saison parfaite pour la mer. Pourquoi n'emmènes-tu pas Léo avec toi? Il adorerait passer du temps au soleil. Léo est trop jeune pour des vacances seul avec sa mère. J'irai seule pour l'instant, et tu pourras me rejoindre plus tard. Peut-être, une fois que nous aurons résolu le problème de la matière première. D'accord. Après avoir vu Karina partir, je me suis plongée dans mon travail. Chaque jour, elle me contactait plusieurs fois, partageant ses impressions et exprimant son ennui. Son ennui me demandant quand je pourrais rentrer. 2 semaines de ses vacances se sont écoulées rapidement. Un soir, elle a appelé pour annoncer une prolongation de son voyage pour 2 semaines supplémentaires. Et l'ennui? Elle ne me demandait plus quand je reviendrais, comme si elle en avait peur. Nos échanges téléphoniques sont devenus de plus en plus brefs. Finalement, elle a complètement cessé de m'appeler. Après une période d'attente, j'ai décidé d'appeler Karina, mais son téléphone était déconnecté. Plus tard, elle a rappelé, lançant un long monologue, rempli de bavardages apparemment insignifiants. J'avais le pressentiment qu'elle n'était pas seule et choisissait ses mots avec prudence. Andro, mon chéri. Elle n'a même pas demandé comment allait Léo. Sans me laisser le temps de répondre, elle a dit au revoir et a raccroché. J'ai essayé de composer son numéro une fois de plus, mais le téléphone était à nouveau éteint. Il est devenu évident que quelque chose n'allait pas. J'ai immédiatement contacté mon patron, demandant une semaine de congé. Bien qu'il n'était pas exactement ravi, il semblait détecter un soupçon d'urgence dans ma voix, ce qui l'a amené à m'accorder la permission de partir. Le matin venu, j'avais déjà embarqué dans l'avion. Après avoir atterri à l'aéroport, j'ai rapidement ailé un taxi et me suis dirigé vers l'hôtel où ma femme profitait de ses vacances. J'ai réservé une chambre pour une semaine dans un hôtel à proximité et me suis installé dans une chambre solitaire. Le soir venu, j'ai choisi de faire une promenade le long de la promenade et d'explorer les environs. Il commençait à faire sombre quand j'ai entendu un rire familier. À seulement 10 mètres de là, j'ai repéré Karina, enveloppée dans les bras d'un jeune homme. Elle a jeté la tête en arrière, riant joyeusement et docilement. Mon cœur s'est arrêté net avant de reprendre sa battement rapide. J'ai dû trouver un endroit pour m'asseoir, mes tempes battaient si intensément que je devais m'asseoir. Karina, ma bien-aimée Karina, était dans les bras d'un autre homme qui avait une main autour de sa taille et l'autre caressant doucement le bas de son dos. Mon premier réflexe a été de me précipiter et de le confronter, mais j'ai rapidement reconnu l'inutilité d'un tel acte. À la place, j'ai attrapé mon téléphone et composé un numéro familier. Karina s'est détachée de l'étreinte et a répondu au téléphone, notant « C'est mon mari ». L'homme l'a regardé en silence. Ah non. Je pouvais entendre tout ce qu'elle disait car c'était si silencieux. Comment vas-tu? L'excitation avait rendu mes lèvres sèches et j'ai essayé de parler doucement pour ne pas révéler trop. Je me repose. Ça va bien. Désolé. Mon nom est sur le téléphone. Elle a raccroché et a jeté négligemment le téléphone dans son sac. Désolé, chérie. Je l'appellerai demain et je lui dirai tout sur notre relation, a-t-elle promis, donnant à son compagnon un rapide baiser sur les lèvres avant de lui prendre le bras. Ils se sont enlacés et ont marché paisiblement le long de la promenade.
Le long de la promenade vers leur hôtel, j'étais stupéfait. Nous avions passé 2 décennies entrelacées. Je réfléchissais. Je lui avais tout donné. Au final, je l'aimais quoi qu'il en soit. Je ne me souviens pas du voyage jusqu'à mon hôtel, de la montée vers ma chambre, ni du geste de déboucher une bouteille de whisky et d'en prendre une longue gorgée directement au goulot. Peu à peu, la douleur commença à se dissiper. Je me suis retrouvé assis, hébété, fixé sur le mur, pendant que l'alcool faisait son effet. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête lancinant, le cœur battant la chamade, et la pièce tournait devant mes yeux. J'ai fait un effort pour me composer. Quelle était ma ligne de conduite? Devais-je simplement rentrer chez moi, attendre le moment opportun pour ma femme, et la mettre à la porte? Je me suis habillé à la hâte, j'ai attrapé mon téléphone et je suis sorti sur le quai. M'asseyant sur un banc. J'ai patiemment attendu son arrivée, et puis je les ai repérés. Le couple affectueux se promenant main dans la main, venant dans ma direction. À une dizaine de mètres, ils ont commencé à s'embrasser passionnément. En fait, c'était surtout Karina qui embrassait. Son amoureux se laissait seulement embrasser. Il rendait clairement service à Karina, mais cet idiot joyeux était aveugle à cette réalité. J'ai composé son numéro et pris quelques photos. D'une main, Karina a sorti son téléphone, et de l'autre, elle a continué d'éteindre son partenaire. Allô, contente que tu m'aies rappelé, elle a commencé. Karina, pas besoin de mots. Tourne-toi simplement. Je lui ai fait signe de la main. Karina a tourné la tête et a failli lâcher son téléphone de surprise. Je n'avais aucune envie de confrontation, alors je me suis retourné et j'ai pris la direction opposée. Personne n'a tenté de me rattraper. Au magasin à proximité, j'ai acheté la bouteille de whisky la plus chère disponible avant de chercher le responsable de la sécurité de l'hôtel où résidait Karina. J'ai raconté mon histoire en détail, et ému par la sympathie, il m'a partagé quelques images de vidéosurveillance, confirmant finalement ma perte malheureuse d'une épouse. Ce soir-là, j'ai pris un vol de retour chez moi. Je n'ai jamais revu Karina. Apparemment, elle était recluse dans les quartiers de son amant. Je n'ai jamais appris l'identité de cet homme, mais cela ne me préoccupait pas tant que je reconnaissais qui était Karina. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Une semaine plus tard, son père est venu récupérer ses affaires. Les larmes aux yeux, il a expliqué que Karina était partie avec son nouveau mari. Il a transmis le message suivant. Elle est parfaitement heureuse, et elle m'a transmis un message qui disait: Andro, j'apprécie tout ce que tu as fait. J'ai trouvé l'amour avec quelqu'un d'autre qui me fait me sentir vivante à nouveau. Je suis désolée. Aucune référence n'a été faite à Léo. J'ai pris une bouteille de whisky et j'ai servi un verre à moi et à mon beau-père. Nous avons trinqué, et il a raconté une histoire du passé lointain. Il s'est avéré que Karina avait une relation à long terme avec un garçon depuis sa première année. Ils ont même cohabité pendant un certain temps depuis sa première année. Puis j'ai fait mon apparition. Lorsque Karina est tombée enceinte, elle a d'abord cru que c'était l'enfant de son petit ami. Cependant, lorsqu'elle lui a révélé la situation, il s'est enfui. Elle a décidé d'être avec moi. Lorsque Karina m'a épousée, elle pensait que le bébé pourrait ne pas être le mien et était inquiète que je découvre la vérité. Lorsque Leg est tombée malade, elle a réalisé qu'un test ADN pourrait révéler son secret. Cependant, lorsque le test a confirmé ma paternité, elle s'est effondrée sous la tension écrasante. Et je pensais par amour pour moi et mon fils. Alors que mon beau-père partait, je suis restée en contemplation pendant une longue période, réfléchissant à notre vie. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi elle m'avait trahi avec une telle froideur et audace.
Comment pouvait-elle se débarrasser de 2 décennies de notre histoire partagée si facilement, sans une seconde pensée pour son propre fils et sans même lui laisser une lettre? Et puis j'ai réalisé qu'elle avait toujours été comme ça. Je ne voulais tout simplement pas le remarquer. Les voyages d'affaires, les déplacements professionnels, les heures passées au bureau. Elle avait toujours privilégié ses propres désirs et son existence avant tout le reste. Je n'avais aucune intention de m'immerger dans cette forge. Les limites étaient déjà bien définies. Il fixa la note pendant un long moment, puis la posa délicatement sur la table basse. Papa, ne la jette pas. Laisse-la là pour que toi et moi nous souvenions toujours de sa trahison. Il croisa mon regard, les larmes lui montant aux yeux. 6 mois s'écoulèrent. Un soir, le téléphone fixe sonna. Andro. Le son de sa voix me fit immédiatement frissonner, et mon cœur se serra. Je me rendais douloureusement compte de ma faiblesse, de l'étiquette de cocu, mais la vérité demeurait. Je nourrissais toujours de l'amour pour elle. Je la désirais tellement que mes jambes lâchèrent. Allô? Karina. J'essayais de maintenir un ton stable. Andro. Je dois avoir une conversation avec toi. Je ne veux pas aller chez nous, chez toi. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Je suis à l'hôtel. Tu peux venir maintenant. Es-tu venu seul ou avec lui? Demandai-je prudemment. Seul? Karina me coupa la parole. Viens. J'attends. J'ai frappé et je suis entré dans la pièce. L'air était rempli du parfum préféré de Karina. S'il te plaît, entre. Sa voix résonnait depuis la salle de bain. Cela évoquait des souvenirs d'un moment cinématographique similaire. Il y avait une table dressée dans la pièce. Des fruits, du champagne, du cognac, une assiette de sandwich. Pourquoi le retour de l'épouse prodigue? S'il te plaît, installe-toi. Karina est entrée gracieusement dans la pièce, son sourire charmant illuminant son visage d'une manière que je n'avais pas vue depuis une décennie. Pourrais-tu me verser un verre de cognac? Karina prit une gorgée, puis enfin, les yeux baissés. Enfin, les yeux baissés, elle commença à parler. Andro. J'ai commis une grave erreur dans ma vie. J'ai agi terriblement, et je me sens complètement inutile. Mais malgré tout, je t'aime toujours. Sa voix tremblait de remords. Je comprends que cela puisse être impardonnable, mais je te supplie de trouver en toi la force de me pardonner. J'ai écouté en silence, mais à chaque mot qu'elle prononçait, mon désir pour elle s'est estompé. C'était comme si un voile se levait lentement de mes yeux, et à un moment donné, j'ai réalisé que je me fichais d'elle. Rien n'avait changé. Elle était exactement ce qu'elle était. Même si j'avais envie de me lever et de partir. J'ai choisi de regarder tout le spectacle. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, sans Léo. Je suis profondément désolée. Elle l'a récité à plusieurs reprises, comme s'il s'agissait d'un rituel. Je me suis servi un verre de cognac et j'ai demandé, où est le tien? J'ai essayé de trouver le bon mot. Mon Dieu, il est vraiment un salaud. J'étais hypnotisée. Regarde, il m'a même frappé. Elle retira sa robe, me révélant un corps de femme bien entretenu. Cependant, je n'ai vu aucune échymose. Karina s'installa sur mes genoux, m'embrassa, enfonçant ses lèvres dans les miennes. D'une main, elle commença à déboutonner ma chemise. Moi, entièrement habillée, debout près de la fenêtre ouverte, tirant une bouffée de ma cigarette. Le mépris pour elle était tout ce que je ressentais. Karina, couverte d'un drap, était assise sur le lit. Si on vous donnait le choix, qui préféreriez-vous être à nouveau? Un mari ou un amant? Elle dit avec suffisance. Elle semblait croire que tout était revenu à son état habituel après notre rencontre.
J'ai méthodiquement éteint ma cigarette, me suis dirigé vers la porte, puis me suis retourné vers elle en disant: Je n'ai plus besoin de toi. J'ai refermé la porte derrière moi et je suis parti. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Et si vous l'avez aimé, veuillez nous soutenir en aimant et en vous abonnant à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.